Oui, merci d'abord pour ce formidable moment. Je bondis puisque vous m'avez chatouillé avec les marionnettes et j'en profite pour vous poser la question qui me tracasse depuis le début. Parce que justement, à la suite de la session précédente, je voulais vous demander quelle portée vous donnez au terme de liberté. Dans la mesure, justement, où votre dernier roman, que je trouvais formidable, parle justement du pouvoir des mots, l'homme politique, le pouvoir de l'écrivain qui décrit le peintre, qui met des mots sur le travail du peintre. C'est des gens de grand pouvoir, sauf, évidemment, pour le deuil, sauf pour la mort de l'enfant. Là, homme de pouvoir ou pas, il reste rien. Donc, entre ces deux pôles, où situez-vous la liberté ? Et j'en profite, quelque chose qui n'a rien à voir avec ma question, juste une petite information. Vous évoquiez l'origine des marionnettes en Chine. Ça m'a fait penser que le mot placebo, qui oriente vers une autre direction, qui est aussi le pouvoir du langage, le mot placebo vient aussi des rituels funéraires. C'était les gens qui étaient invités à mimer le deuil, à pleurer, donc des hypocrites. Dans quelle culture ? La nôtre, latin, placebo. Ça vient d'un psaume qui était chanté pendant les rites funéraires. Placebo dominé, je ne sais pas quoi, c'est pas mon truc ça, mais placebo, il me plaira de vivre dans. Et donc on engageait des acteurs, des pleureurs, des pleureuses, et on disait je vais à placebo. Et placebo est progressivement devenu donc synonyme d'hypocrisie, de purs mots, quoi. Bon, je vous repose la question de la liberté. Mais je réagis à votre remarque sur le placebo qui est très intéressante. Et tout ça, ça nous renvoie finalement à une sorte de donnée qui est le sacrifice, le rituel sacrificiel dont la littérature, la représentation littéraire ou artistique hérite. Enfin, beaucoup l'ont dit, mais notamment Bataille, qui dit que le spectacle, c'est toujours la mise en scène d'une mise à mort, le simulacre d'un sacrifice. Donc, ce qu'on fait avec des marionnettes ou avec des livres, c'est essayer de rejouer ces anciens rituels sans pourtant y croire, mais en considérant que peut-être ils ne sont pas totalement dépourvus d'une vertu, sinon à quoi bon ? Et pour la liberté, mais je crois que c'est vous qui parliez de contraintes, non, c'est ça ? Et ça m'a fait bien sûr penser tout de suite, enfin, j'ai donné l'impression peut-être de radoter un petit peu, parce que ça fait 4 fois que le nom propre revient dans ma bouche, mais j'ai pensé tout de suite à la fameuse phrase de Bataille dans la préface au Bleu du ciel, où il dit « À quoi bon un livre auquel son auteur n'a pas été contraint ?» Et je crois qu'effectivement, sans cette contrainte-là, la littérature est vaine. Elle est ce jeu dont se moque Léris en le comparant au spectacle que les ballerines donnent. Donc il y a une contrainte qui est essentielle. Mais à partir de laquelle, ce que je vais dire est assez simple et peut-être banal, mais c'est à partir de cette contrainte que la liberté de chacun se développe. Parce que, enfin, c'est une position bêtement sartrienne, si j'ose dire, mais quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve, on est libre de l'attitude que l'on peut adopter à l'égard de cette situation-là. C'est pourquoi je crois à la liberté, même si, bien sûr, j'en mesure autant que n'importe qui d'autre les limites. Alors, une question de Colette Solaire, et peut-être par Zoom après, Lucie ? C'est toujours pas Zoom, c'était une question que je voulais poser. Une question. Alors, Colette Solaire. Merci à tous. Je voudrais bien vous pousser un petit peu sur une question qu'on a évoquée au tout début et qui est inclus dans le titre, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Et donc on est entré dans la discussion et vous soulignez l'un et l'autre, et les quatre peut-être, qu'au fond, le réel ou un réel, le réel dont on parle là, qui est traumatique, accidentel,
l'écriture bute sur l'impossible à le résorber par l'écriture. Bon. Et que c'est... Alors, si vous avez dit des choses diverses, mais vous sembliez dire que c'est ça qui fait écrire. Finalement, c'est justement l'impossible. Et alors, ça me tracasse parce que, bon, vous savez qu'on a un point en commun, les psychanalystes et les écrivains, on se demande pourquoi on écrit et pourquoi on devient psychanalyste. Donc c'est une question vraiment importante. Lacan cite quelque part une phrase qui dit « Rien n'est impossible à l'homme, ce qu'il ne peut pas faire, il le laisse ». Alors pourquoi dans ce cas-là, on ne laisse pas ? Alors, il faut bien quand même qu'il y ait une autre raison que la réitération de l'impossible. Parce que ça, quand on tombe sur un impossible, finalement, il y a deux réponses possibles. Hein ? Ou bien on y revient. Et si on y revient, pour y revenir, est-ce qu'il ne faut pas croire un peu que peut-être ce n'est pas tout à fait impossible, je ne sais pas. Ou bien on dit, c'est impossible, je renonce. Là, on est sur la liberté que vous évoquiez à l'instant. Hein. Et donc, je vous pousse un peu sur cette question. Qu'est-ce qui fait qu'on insiste comme ça ? Pour le bonheur des lecteurs. Hein. Mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement que d'y revenir pour pouvoir supporter l'existence. Si c'était si simple, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est impossible, on le laisse. Bon. Oui, c'est pas de même tabac, hein, oui, exactement. C'est une phrase légère. Mais, oui, bien sûr. Mais je crois que, en tout cas, quand on est psychanalyste, quand on essaye d'être psychanalyste, on ne peut pas fonctionner comme ça. Qu'est-ce qui nous fait soutenir un dispositif de parole alors que ça rejoint effectivement la question, la nôtre, du coup, là, des psychanalystes, alors qu'on sait qu'il n'y aura pas de dernier mot, il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas d'effacement du symptôme, il y aura cependant beaucoup d'autres choses, et notamment une façon de pouvoir s'en débrouiller, comme je le dis souvent très, très simplement à des gens qui ne connaissent pas grand-chose de la psychanalyse, justement. Et que ça demande un travail considérable. Alors qui n'est pas le même que celui que fait Philippe, mais je pense qu'il y a quand même des petits... Enfin, on va voir ce que tu vas dire. Si seulement je le savais moi-même, mais il me semble que la question que vous posez, vous y avez vous-même répondu, non, dans la première partie de l'intervention, d'une manière qui m'a frappé, mais que je serais incapable de restituer. Vous parliez du hasard, vous parliez de... Je dis le réel qui frappe, lui, oui. est de hasard. Oui. La réponse, elle n'est pas de hasard. Pardon. Le réel qui frappe, j'ai évoqué le hasard, l'accident, quoi. Voilà. Mais pour la réponse, en principe, aussi bien dans la psychanalyse que dans la littérature, on ne pense pas que la réponse, on répond au réel, ou on répond du réel, on ne pense pas que c'est de hasard. C'est en acte, on le fait, on a investi sa vie, on investit... donc ça, c'est pas de hasard, et c'est ça que j'interrogeais. Quel est le... Je ne me rappelle plus suffisamment bien ce que vous aviez dit, mais ça m'avait frappé comme quelque chose de juste et qui me semble constituer la réponse à la question que vous-même vous m'avez posée. Mais bon, peu importe. Mais je suis totalement d'accord avec ce que Marie-Josée vient de dire, mais ça nous confronte à une question qui effectivement est celle de la liberté, où j'introduis un nouveau mot, la question du destin. Il y a quelque chose de très énigmatique. C'est une question qui a beaucoup sollicité Freud aussi. Il y a quelque chose de très énigmatique dans ce mot de destin, parce que le destin, c'est sans doute quelque chose qui s'impose à nous, mais à quoi l'on peut adhérer, que l'on peut même choisir. Et donc, il y a quelque chose de très énigmatique dans ce à quoi fait appel ce mot de destin. En un sens, je dirais oui, on ne peut pas échapper
à cette épreuve, enfin aux conséquences de cette épreuve qui prend pour les uns et pour les autres des formes différentes, mais en même temps, on choisit de ne pas y échapper. Donc, pour répondre à votre question, on choisit de ne pas se dérober devant cet impossible qui nous semble incontournable et auquel pourtant il serait simple d'une certaine manière, ou en tout cas il serait possible de tourner le dos et d'aller voir ailleurs. Cette question du destin, elle m'a occupé aussi beaucoup parce que ces derniers temps, ce qui m'a amené à lire à nouveau des tas de choses, mais un peu de psychanalyse aussi, parce que on m'a demandé d'écrire pour les éditions Gallimard, dans une collection qui s'appelle Les hommes qui ont fait la France, un livre qui est consacré à Napoléon. Et mon éditeur m'a dit, vous allez tomber de votre chaise lorsque je vais vous dire ce à quoi j'ai pensé pour vous. Et de fait, j'ai failli tomber de ma chaise, parce que je ne me prends pas pour Napoléon, et je n'ai pas... Enfin, c'est un personnage que j'admire sans doute, mais bon, je n'ai aucune compétence particulière, mais peu importe, parce que le principe de cette collection, c'est justement de demander à des gens qui ne sont pas des spécialistes d'évoquer une figure comme celle-là. Il y a eu le livre de Gauchet sur Robespierre, le livre de Vinocq sur De Gaulle, etc. Et c'est très intéressant, cette question du destin rapporté à Napoléon. J'ai découvert comme ça un texte assez intéressant de Freud, qui est une lettre qu'il adresse à Thomas Mann, et à propos du cycle romanesque que Thomas Mann est en train de consacrer à la figure biblique de Joseph. Et Freud dit, voilà, votre livre m'a fait comprendre finalement quel était le complexe de Napoléon, que Freud rapporte à la relation conflictuelle que Napoléon entretenait avec son frère aîné Joseph. Bon, puis à partir de là, bon, c'est très court, c'est juste une lettre, mais il y a toutes sortes d'hypothèses très, très intéressantes de Freud concernant ce qui a fait le destin de Napoléon. Destin qu'il a choisi en même temps. On parlait tout à l'heure de franchir le Rubicon. Allez, Jacques Taeste, le coup de Brumaire, Napoléon choisit ce destin auquel il ne cesse pourtant de dire qu'il ne peut échapper, qu'il était écrit pour lui dans le ciel, dans les étoiles. Il y a un autre livre que j'ai découvert, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu, qui est assez étonnant. C'est un livre d'un certain René Laforgue, que j'ai découvert, qui s'appelle Psychopathologie de l'échec, dont le principal chapitre est consacré à Napoléon. Et là, c'est vraiment, enfin, me semble-t-il, avec tout le respect qu'on doit sans doute à ce monsieur qui est mort depuis longtemps, c'est vraiment l'exemple de ce que la psychanalyse appliquée peut avoir de plus sauvage. Hein. Parce que Laforgue, il récupère tous les racontards, sans doute infondés, le tic que Napoléon avait de tirer l'oreille de ses proches. Voilà. Et puis alors, bien sûr, tout ce qu'on raconte sur la vie sexuelle de Napoléon. Bon. Et pour aboutir à une conclusion qui est quand même assez pauvre et décevante, qui est que Napoléon aurait conquis le monde parce qu'il n'avait pas été assez aimé par sa maman. Mais en même temps, c'est une analyse formidable de cette fatalité que Napoléon choisit et qui va le conduire à chercher lui-même sa perte, parce que rien n'oblige Napoléon à conquérir l'Europe une fois qu'il a pris place sur le trône de France. Rien ne l'oblige à s'engager dans la conquête de la Russie qui va aboutir au désastre que vous savez. Rien ne l'oblige à quitter l'île d'Elbe. Rien ne l'oblige à livrer bataille à Waterloo, mais il le fait comme s'il était à la recherche de sa perte. Donc c'est un exemple assez intéressant, mais je trouve qu'on en voit souvent des cas en psychanalyse appliquée, c'est-à-dire c'est n'importe quoi, mais pourtant au bout du compte ça dit quelque chose qui est assez vrai. Voilà. Enfin moi j'ai toujours été fasciné par ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle La beauté du contresens. Je crois assez aux vertus du contresens, c'est-à-dire c'est en se trompant qu'on arrive à la vérité. Bon, enfin bon, c'est une parenthèse sur Napoléon qui peut-être pas grand-chose à voir avec votre propos, mais qui en tout cas permet de dire ce qu'il en est de ce rapport à la liberté et au destin, qui est aussi un des objets de la littérature. Lucille Monstier, un micro. Oui, bonjour et merci beaucoup. Je veux juste d'abord rappeler aux participants Zoom qui peuvent poser des questions en cliquant sur la petite icône main. Voilà. Et sinon, j'ai une remarque et une question à Philippe Forest. La remarque, c'était pour revenir sur la question du psychanalyste auteur. Une des citations les plus commentées de Lacan par les psychanalystes, dont vous avez sans doute parlé hier, mais je n'étais pas là, c'est le psychanalyste s'autorise de lui-même et de quelques autres, et s'autoriser,
ça veut quand même dire se faire auteur. Donc j'ai l'impression que Lacan nous dit quand même assez clairement que être psychanalyste, c'est devenir auteur de sa pratique, et que les quelques autres, c'est pas la citation, c'est pas, enfin la phrase qu'on fait, dont on fait une citation, la phrase c'est pas qui est autorisé par quelques autres, c'est qui s'autorise de lui-même et de quelques autres, donc qui choisit de reconnaître quelques autres qui lui permettent de se rendre auteur de sa pratique. Donc ça, c'était la remarque. Et la question, c'est toujours par rapport à la notion d'impossible. Je me demandais dans votre travail d'écrivain et dans le travail qui est le vôtre, cet impossible à dire dans l'écriture, est-ce qu'il se situerait plutôt du côté du trop-plein des mots ou du côté de leur manque ? Au sens où, dans le langage, dans la vie quotidienne, on entend très souvent dire « j'ai pas les mots ». Et nous, dans la psychanalyse, on ne travaille pas qu'avec « j'ai pas les mots », mais on travaille aussi avec « j'ai des mots », mais qui ne veulent pas dire ce que je pensais dire, enfin, qui veulent dire autre chose, qui ont plusieurs voix, qui sont équivoques. Et donc, je me demandais, votre impossible à vous dans l'écriture, de quel côté il est, ou est-ce que c'est la même chose, peut-être, ce trop-plein et ce manque en même temps ? Oui, j'aurais tendance à reprendre votre dernière phrase, c'est-à-dire que le trop-peu se convertit en trop-plein et le trop-plein en trop-peu. Et quoi qu'on dise, on a l'impression de ne pas avoir dit comme il aurait fallu le faire. Parce qu'on... c'est très simple, c'est parce qu'on bute devant quelque chose à quoi on ne peut pas et on ne doit pas donner de signification. D'où toutes sortes d'approches rhétoriques qui peuvent être du côté du trop-peu ou du trop-plein, pour reprendre les mots que vous avez utilisés. Mais concernant la question de l'auteur, moi je crois que nous sommes tous les auteurs de notre vie d'une certaine manière. Chacun d'entre nous se raconte à lui-même sa vie sous une forme qui est une forme éminemment romanesque. Simplement, il ne faut pas se tromper de roman. Enfin, je veux dire, il me semble qu'il y a tous les romans ne se valent pas, et on ne choisit pas toujours sa vie, mais en tout cas, on choisit la manière dont on peut la convertir en des mots qui nous accompagnent. Donc, c'est pas la même chose de vivre dans un roman de Pascal Quignard ou de Michel Houellebecq, de vivre dans un roman de Stendhal ou dans un roman je sais pas, de Flaubert, enfin, etc. Mais chacun d'entre nous reste libre de la forme romanesque qu'il va donner au récit qu'il se fait lui-même de sa vie. Question de Natacha Velu. Oui, merci beaucoup. Je voulais vous demander votre avis sur une réponse, alors qui n'est ni d'un psychanalyste ni d'un écrivain, à une question que j'ai entendue récemment à la radio. Alors, c'était un sociologue, je crois, ou un politiste, et il était interviewé, et puis il disait des choses dont je ne me rappelle plus d'ailleurs, mais la journaliste lui fait remarquer, mais dans votre livre, vous allez beaucoup plus loin que ce que vous êtes en train de nous dire là vous êtes plus nuancé, plus mesuré, etc. Et il répond, mais vraiment du tac au tac, donc j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même un effet de vérité dans sa réponse. Il répond: quand on écrit, on se laisse aller. Alors c'est une réponse qui m'a surprise. Alors on peut la prendre du côté de la poubellication, c'est-à-dire quand on écrit, on se laisse aller, ok, c'est bon, acheter à la poubelle. Mais je me suis demandé s'il n'y avait pas dans l'écriture quelque chose qui pousse à aller plus loin qu'une position d'énonciation parlée, au sens d'énonciation parlée. Colette Solaire. En écoutant, je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais en écoutant, j'ai quand même l'impression qu'il y a deux impossibles liés à l'activité langagière. Il y a un premier impossible qui est lié à la tentative même d'utiliser le langage pour dire quelque chose. Donc, on commence, on va dire quelque chose. Mais la structure du langage est telle qu'il y aurait toujours une autre façon de le dire.
Et ça, c'est l'impossible qui tient au fait du renvoi infini que le langage lui-même programme. Ce que j'ai dit de cette façon, je peux le dire d'une autre, et ainsi de suite. Et on rencontre ça dans l'analyse, d'ailleurs, aussi, bien sûr. Et ça, c'est un premier impossible qui, au fond, est structural et qui n'est pas très douloureux au total. C'est comme vous diriez, c'est notre sort commun. C'est pas notre destin, mais c'est notre sort commun. Et puis, il y a l'autre impossible. C'est qu'avec le langage, on ne rejoint pas le réel. Et que quand c'est un réel qui vous crève le cœur, voilà, ça reste là et l'écriture, la parole grippe. Mais c'est deux impossibles différents, en fait. C'est pas les mêmes. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que dans la psychanalyse, il y a une solution. On ne peut pas dire il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Bien sûr que la vérité ne sera jamais que médite et qu'on pourra toujours courir longtemps, et en général, on court longtemps. mais ayant bien couru, il y a quand même possibilité d'arrêter de courir et d'avoir obtenu un véritable gain. L'écrivain, j'ai l'impression que l'écrivain, il est condamné à écrire toujours, plus que l'analysant. Enfin, je ne sais pas, c'est mon sentiment. C'est son destin, peut-être. C'est son destin, mais il me semble que la solution que procure ou que propose la psychanalyse, elle s'accepte en tout cas comme relative. Et en ce sens, j'en sais rien, mais il me semblait avoir compris que les choses ne se terminaient pas, en tout cas pas de manière totale, et qu'il y avait une sorte de travail continuel qu'il s'agissait de mener sur soi. Enfin, il me semble que la psychanalyse ne dit pas qu'une fois que la cure est finie, ok, c'est bon, tout va bien, quoi. Non, elle ne dit pas ça, mais elle dit qu'une fois que la cure est finie, la vie continue et que l'analyse a trouvé sa solution. Mais la vie continue pour les écrivains aussi. Ah oui. Non, je pense simplement que il s'agit d'une manière ou d'une autre de trouver non pas une solution, moi je n'utiliserai pas le terme de solution parce que il me semble que ce mot indique quelque chose de définitif, une sorte de happy ending auquel personnellement je ne crois pas, mais une sorte d'accommodement, d'arrangement qui est un mieux, mais qui n'est pas un absolu qui nous délivrerait de toutes les difficultés que nous avons connues et que nous continuons à vivre. Donc l'écrivain aussi, mais d'ailleurs c'est ce que dit Freud dans Malaise dans la civilisation. C'est pour ça que relire ce texte m'a bien plu. Bien sûr, écrire procure oui, ce qu'on peut appeler un gain, qu'on peut présenter comme une forme de soulagement relatif, de consolation relative. Mais tout ça n'empêche pas le perpétuel recommencement auquel chacun d'entre nous, et notamment les écrivains, se trouve en quelque sorte, oui, contraint, condamné. Mais comme disait Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Il y a dans ce perpétuel recommencement aussi une forme de gratification. Je ne vais pas prétendre le contraire. Et quant aux deux impossibles dont vous parliez, celui dont moi je parle, c'est le second, au sens que Bataille a donné à ce mot d'impossible. Il y a le monde de l'utile, le monde du rationnel, le monde où l'on construit, le monde hegelien finalement, mais il y a aussi l'envers, la part maudite, c'est à laquelle on accède par les conduites souveraines dont parle Bataille, qui sont donc l'érotisme, parce qu'il n'y a pas que le deuil ou la littérature, il y a aussi l'ivresse, la fête, l'extase, la jouissance, etc. Et c'est cet autre versant de l'expérience humaine que Bataille qualifie d'impossible, et avec quoi se trouve en relation la littérature, notamment. Voilà. Donc c'est pas effectivement parce que les mots manqueraient toujours pour dire le réel, enfin la réalité, que donc du coup on serait obligé de recommencer sans jamais parvenir de manière un peu maniaque, obsessionnelle, à la bonne formulation. Moi je suis pas du tout fasciné par toute cette mythologie flaubertienne
de la recherche du mot juste, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec la confrontation à quelque chose dans l'expérience humaine qui résiste au sens, qui échappe au sens, et qui appelle donc à d'autres formes de conduite que Bataille désigne souveraine, dont la littérature est l'une des formes. Oui, oui, je vous suis tout à fait. Sauf que dans la psychanalyse, il y a quand même actuellement, pour nous, un grand débat. Un grand débat, justement, sur la question de la fin. L'analyse est avec la thèse lacanienne, très, très affirmée, d'un bout à l'autre, que c'est un processus fini. Processus fini. À un moment, c'est fini. Ça ne veut pas dire que c'est le bonheur, on baigne, c'est pas forcément riant. Ça ne dit rien de la couleur que ça doit avoir, mais c'est fini. Alors là-dessus, il y a un grand débat, puisque Freud, c'est plutôt infini, et lui, plutôt fini. On est sur ce débat-là, donc, qui n'est pas, me semble-t-il, présent pour l'écrivain, qui ne me paraît pas présent pour les écrivains, si. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours obsédé depuis le début, c'est la question du dernier mot. Et j'ai toujours essayé de faire en sorte que mes livres soient des livres qui finissent sans se finir, de manière à permettre, j'en ai beaucoup parlé à partir de Kierkegaard et de ce qu'il écrit de la reprise, mais à permettre une reprise perpétuelle de livre en livre. Quand c'est fini, il faut que ça recommence, il faut que ça se finisse sous une forme qui permette le recommencement. Mais Très intéressant. Juste, effectivement, tout à l'heure, j'ai répondu plutôt du côté du psychanalyste, pas du côté de l'analysant. Je suis d'accord pour dire que je partage, bien sûr, l'idée qu'une analyse, ça se termine. Mais avec toute la complexité de qu'est-ce qui reste à l'analysant, de toute façon, à traiter de son rapport à l'inconscient, même une fois que l'analyse est terminée. Donc, ça fait partie de la fin de l'analyse, cette question. De comment... Donc, c'est une fin qui n'est pas une fin... Je ne veux plus en entendre parler. Bon, il se trouve que j'ai Nicolas à côté qui en a témoigné particulièrement dans sa passe, mais à un moment donné, il peut y avoir quelque chose qui revient. Et finalement, c'est ça qui ferait preuve que l'analyse est terminée, qui pourra être traitée sans avoir recours à nouveau au dispositif. Mais ça dit bien que quand même, le réel, il est là, il insiste et il ne demande pas la permission pour on a toujours un inconscient quand on a fini une analyse. Exactement. Oui, et l'inconscient, il continue à travailler, à produire. Là-dessus, on n'a pas de doute. Oui. Personne, on est d'accord. Mais donc, du côté des psychanalystes, si on est là à... Effectivement, pourquoi on essaye de... Pourquoi on est psychanalyste? Pourquoi on est psychanalyste? Pourquoi on tient à continuer ça? Oui, alors bon, ça c'est une question. Oui. Je pense que... certainement que dans ce que les psychanalystes soutiennent publiquement ou écrivent, il y a quelque chose qui doit peut-être se dessiner à partir du point qui est quand même un point de rencontre avec le réel, c'est à partir de là. Et je crois que ce que je partage, en tout cas subjectivement avec Philippe, c'est la curiosité. Il en parle très très bien dans plusieurs de ses ouvrages. Et c'est une façon de faire face au réel, de se dire, bon mais ok, il se passe ça, c'est terrible, hein, mais qu'est-ce qui va se passer après? Je simplifie un peu vulgairement, mais il y a quand même de ça, et je crois que ça c'est aussi ce qui m'a touchée, et c'est ce qui fait, je crois, qu'on travaille, et on se remet, et on relit Freud et Lacan, en se disant, ah ben oui, ça je ne l'avais pas vu comme ça, et ce travail continu, incessant, ça ne cesse pas, c'est ce qui nous permet quand même d'avoir un rapport un peu plus léger, justement, à la tâche qui nous revient, qui n'est pas légère, elle. Oui, je trouve, pardon, peut-être je vous laisse la parole après, je trouve très intéressant vraiment cette question des deux impossibles
et comment effectivement nous devons faire face à un impossible, les psychanalystes et vous les écrivains, et que c'est pas tout à fait pareil d'un côté et de l'autre, mais ce qui pour moi fait la différence, hein, ce serait le destin de la répétition, hein, parce que effectivement, face à un impossible, on répète, hein, on répète le ne cesse pas de ne pas. Mais bon, vous nous apportez votre expérience d'écrivain dans ce ne cesse pas de ne cesse pas qui vous est nécessaire, hein. Et dans l'analyse, bon, on répète, mais à un moment donné, on ne répète plus ou on répète moins. Quelque chose change au niveau de la répétition. D'ailleurs, j'ai été très étonnée que vous ne citiez pas la phrase de Napoléon. L'anatomie, c'est le destin. Hein. Bon, mais en tout cas, le destin de la répétition. Je croyais que vous alliez dire impossible n'est pas français. Mais justement, on n'est pas mieux loti avec le possible, hein, parce que ça devient obligatoire. Je vais passer la parole à Daniel Brun. Je vous remercie, j'interviens comme ça. Je trouve passionnant ce débat entre les écrivains et les psychanalystes. Je pense qu'il y a quand même certaines différences qu'il y a lieu de marquer, notamment quand les psychanalystes dont je fais partie vont vers les écrivains parce qu'ils raisonnent avec ce qu'ils écrivent et ce qu'ils transmettent, ou d'eux-mêmes ou du thème qu'ils prennent. Donc c'est déjà une grosse différence avec ce qui se passe dans l'analyse, où c'est quand même le patient qui vient à l'analyse. Donc nous, psychanalystes, nous pouvons nous interroger aussi sur ce qui nous attire sous la plume de l'écrivain. Et on en connaît des écrivains, je sais pas, je cite Beckett, je cite Marguerite Duras, je cite Georges Perec, dont on sait qu'ils ont rencontré des psychanalystes, qu'ils ont tenté l'analyse, jusqu'au moment où est-ce que ce sont eux qui ont poussé ou qui ont fait en sorte que l'analyse dise des choses maladroites, mais enfin, ils ont créé ailleurs, dans un autre lieu, et leur création et leur créativité ne s'exercent pas dans le même lieu que celle du patient qui peut s'exercer sur le lieu de la séance. Alors, qu'est-ce qui fait que nous sommes attirés, peut-être le public n'est pas le même, c'est un public anonyme pour l'écrivain qui se désanonymise quand des gens comme nous allons vers lui, alors que le public du psychanalyste est un public plus large, mais qui s'élargit à partir de celui ou de celle qui lui ouvre son lieu. Donc il y a là plein de petites choses qui peut-être méritent, je sais pas, une réflexion sur nos identifications à l'écrit, parce qu'on en est tous là. Si on commence par Freud, Lacan, les auteurs contemporains, qu'est-ce qui nous sollicite, nous, dans l'écriture? Je sais pas, quelque chose comme ça. Comme Freud, d'ailleurs, a été sollicité par des romans... Pardon? Oui. Moi, je ne sais pas ce qui attire les psychanalystes du côté des écrivains. Je me le demande même. Michel Bousserou. Oui, cette question du fini et de l'infini, de la finitude plutôt d'une psychanalyse lacanienne, et puis de la question de l'infinitude de l'expérience littéraire. Qu'est-ce qu'une expérience littéraire qui serait de l'ordre de la finitude? C'est pas du tout la même question qui se pose là. On a l'exemple, par exemple, qui vient à l'esprit de Rimbaud. Lui, ça en a été fini après qu'il ait tout dit.
tout écrit de ce qu'il avait à dire, mais c'est pas une fin au sens où nous pourrions l'entendre pour ce qu'il en est de la psychanalyse. Donc, qu'est-ce que peut être une fin pour l'écrivain, si ce n'est d'en finir avec quoi ? Je ne sais pas, mais c'est une question, je crois, qui travaille toujours les écrivains que celle de la fin. D'où le projet d'un livre qui ne finirait pas. C'est, si vous voulez, Finnegan's Wake de Joyce, dont la dernière phrase s'enchaîne avec la première. Ou au contraire, le désir toujours réaffirmé, sous la forme d'une promesse qui n'est jamais tenue, d'en finir une fois pour toutes. Ce que quelques écrivains ont fait, Rimbaud, mais Racine aussi, auquel on ne pense jamais, mais qui... c'est-à-dire on était dans une autre configuration mentale, pré-romantique, mais Shakespeare se retire et il va jouir de la fortune ou de la petite fortune qu'il a amassée à Stratford. Il y a un certain nombre d'écrivains qui, sur un mode hyper romantique comme Rimbaud, ou sur un mode totalement différent comme Shakespeare, décident à un moment de cesser d'écrire. Et puis surtout, il y a au XXe siècle, et je dois me compter du nombre, beaucoup d'écrivains qui, un peu comme les vieilles chanteuses de variété, ne cessent d'annoncer qu'ils vont arrêter, et qui multiplient les galas. Voilà. Avec l'idée qu'il y a quelque chose d'un peu indigne dans le fait de continuer, et sans pourtant pouvoir y renoncer. Voilà. Encore quelques minutes. Une dernière question. Non, il n'y a rien. On le voit à l'écran, là, il n'y a pas de main levée. Si quelqu'un veut poser une question sur Zoom, on a encore un peu de temps, n'hésitez pas. Il suffit de cliquer sur la petite icône main pour lever la main. Non. Pas de petite main qui se lève. Alors, est-ce qu'on pourrait souhaiter une réussite, comme on trouve dans l'article Ulysse for Dummies, Ulysse pour les nuls, qu'on trouve dans ton livre, où tu parles du livre de Philippe sur beaucoup de jours sur l'Ulysse de Joyce. Tu écris que ce drôle de livre raterait où il réussirait, c'est-à-dire à ce qu'on le lâche pour se plonger dans l'Ulysse de Joyce. Alors, est-ce qu'on peut te souhaiter le même succès, le même type de réussite, qu'on puisse passer de ton texte à celui de Philippe et retour, selon le principe de la bande de Mobius qui est sur la bande de couverture? Merci beaucoup, Nicolas. C'est le plus bel hommage qu'on puisse me faire, de lâcher mon livre pour aller lire celui de Philippe. Et revenir éventuellement. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. À tous les deux. Bien, alors avant de nous séparer, de profiter d'un dimanche après-midi ensoleillé, il me semble, avec Carole Lemarie, nous tenions à formuler un certain nombre de remerciements. Tout d'abord à vous, Philippe Forest, un grand merci pour votre présence, pour la richesse de cet échange aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie et qui remercie à nouveau Marie-Josée pour le temps qu'elle a passé sur ce livre. Et j'avais envie de dire à chacun ici et à ceux qui sont derrière leur écran que pour ceux qui vous découvrent et pour vos lecteurs, une seule chose à faire, c'est d'aller dans nos librairies et de se procurer vos textes, de plonger dans votre écriture et de profiter de cela. Ensuite, nous tenions à remercier Marie-Josée Latour, Colette Solaire, Bernard Nominé, Marc Strauss et chacun des auteurs des éditions pour leurs travaux, pour les réflexions qu'ils nous offrent sur des avancées théorico-cliniques. Donc merci aux auteurs des éditions. Merci aux discutants de cette matinée, Nicole Bousséroux,
Nicolas Bendrian, et puis dans le premier temps, Natacha Melut et Anastasia Tsavitopoulou. Merci pour vos lectures attentives et enthousiastes. Vous avez tout de suite répondu présent à nos invitations. Un grand merci. Ensuite, les collègues de l'EPFCL, du pôle 14, qui ont aidé à l'organisation, particulièrement aujourd'hui Lucille Mons, Vanessa Brassier, Louis-Marie Tintouin, qui sont là à la librairie. Et puis, nous tenions aussi à remercier chaleureusement et particulièrement Ali Tisnaoui, qui nous a aidés tout au long de l'organisation. Merci à la Maison de la Poésie. Un grand merci à l'équipe de la Maison, à Renaud Messini, son administrateur. Je suis ravie, Carole aussi, que nous puissions être ici aujourd'hui. C'était un de nos vœux. Il est accompli. Un accueil aux petits soins, une belle programmation toute l'année. Voilà, il faut revenir, surtout en ce moment où la situation pour des lieux culturels comme celui-ci est plus que complexe. Et enfin, merci à l'équipe des éditions nouvelles du Champ Lacanien. Voilà, merci à vous, merci à votre travail. Le catalogue va s'enrichir. On peut déjà profiter de ce qui est publié. On attend la suite. Là encore, rendez-vous en librairie. Et puis, bon après-midi. Je crois qu'il faudrait aussi remercier nos deux collègues qui ont organisé pour le pôle 14. Ça a été un très gros travail, pas facile avec la pandémie, les incertitudes et tout. Et voyez comme tout a été parfait. Merci. De réunion.